Bonjour, Dr Binet. Bonjour. Nous savons tous que nous devons nous protéger des rayonnements ultraviolets, aussi bien les UVA que les UVB, de préférence toutes les 2 heures, afin d'éviter la dégradation totale de ces filtres UV. Mais hélas, chaque année, on a toujours les mêmes questions en pharmacie de la part de nos patients, et c'est la raison de ma présence aujourd'hui avec vous. Alors, nous connaissions depuis longtemps les rayons ultraviolets, d'une part les UVA qui sont responsables des allergies et du vieillissement cutané, mais aussi les UVB, responsables du bronzage et des brûlures. Mais aujourd'hui, on parle aussi souvent d'autres types de rayonnements, les UVC, les infrarouges, la lumière visible. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Tout le monde sait que les UVB, ce sont les producteurs de coups de soleil. Les UVA sont surtout, donc, comme on le disait, aussi vieillissement, allergie solaire, mais cancer de peau. Et puis, on a les longueurs d'onde un peu plus élevées, qui sont donc la lumière visible, qui est importante pour notre morale, etc. Ça, c'est la luminothérapie. Mais on parle aussi des infrarouges, tout ce qui est chaleur. Ça, c'est pas bon pour certains types de peau, comme les peaux cuprosiques, qui, évidemment, avec tout ce qui est chaleur, vont augmenter les rougeurs, augmenter leur cuprose. Et alors, on parle aussi beaucoup maintenant de la lumière bleue. Lumière bleue, qui est une lumière visible, un spectre de la lumière visible, qui est produit par les UV, par le soleil, mais aussi par tout ce qui est smartphone et ordinateur, écran d'ordinateur, etc. Ces lumières sont importantes et pour les voir, pour notre morale, importantes de se protéger, moins parce que ce n'est pas des spectres de lumière très cancéreuses ou agressives. Maintenant, la lumière bleue fait débat et on en voit beaucoup d'articles, etc., notamment parce qu'elle est productrice de pigments, en fait. Les patientes qui ont des taches brunes dues au vieillissement, qui ont des masques de grossesse, etc., l'idéal, c'est de les protéger de ces lumières bleues aussi. Mais si on a un produit solaire avec un bon filtre UVA, bien protecteur dans des UVA longs, on protège de la lumière bleue aussi. Donc si on prend un indice de protection élevé en UVA, on est normalement protégé pour ce type de spectre aussi. La prise de conscience de notre santé est une tendance actuelle. Les gens se soucient de plus en plus de leur vieillissement cutané, de leur bien-être, et dès lors ils sont conscients de devoir se protéger, heureusement, la peau en appliquant une crème. Ce constat vaut autant pour les crèmes de jour avec un indice solaire, mais également au niveau des crèmes solaires. Mais ils sont très sélectifs et exigeants et ils examinent de plus en plus les compositions de ces produits. Dans ce cadre, ils remettent certaines choses en cause, comme l'utilisation des filtres chimiques. Ont-ils un effet allergisant? Sont-ils toxiques? Qu'en est-il des nanoparticules? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Il faut se méfier d'Internet, parce que sur Internet, il y a des bruits qui courent, comme à l'époque sur les parabènes qui étaient cancéreux, maintenant sur certains filtres chimiques et l'octocrylène qui pourraient être cancéreux, je dis bien pourraient, il n'y a aucune preuve. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si on veut une bonne protection sur le spectre entier UVA et UVB, il faut associer à une crème des filtres chimiques. Si on prend que des filtres minéraux, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a d'abord des produits qui sont moins agréables au niveau de la galénique parce que ça reflète et donc ça donne soit un aspect blanc et plus épais aux crèmes, mais aussi, il ne faut pas oublier que si on est 100% écrans minéraux, la protection en UVA long est moins bonne. Ces UVA longs sont importants, il est important de s'y protéger parce que c'est eux les gros producteurs de cancer de peau. Et donc, si on veut une crème qui soit vraiment efficace dans tout le spectre UV, il faut associer à la crème écrans minéraux et filtres chimiques. Personne n'a jamais prouvé que les filtres chimiques, surtout que la quantité impliquée dans les crèmes devient de moins en moins importante et la formule de plus en plus équilibrée, ces filtres chimiques n'ont jamais montré un effet cancéreux ou toxique sur la peau. Parfait, donc vous venez d'expliquer que les filtres chimiques étaient importants, mais quels sont leurs effets sur l'environnement, l'eau de mer, la biodiversité? Ça aussi, on en entend de plus en plus parler. Oui, je pense que si il y a un cargo qui tombe, de pétrole qui s'écrase sur la mer, c'est bien plus grave que les petites particules de filtres chimiques qu'on aura sur notre peau et qui vont dans l'eau. Non, ça c'est des petites quantités tellement infimes que je pense qu'il n'y a pas de souci. Par contre, sur la protection de notre peau, il faut une bonne protection UVA. Nous voyons de plus en plus, nous, en consultation, des patients avec des cancers de peau. Il y a le fameux mélanome dont on parle beaucoup, mais il ne faut pas oublier tous les autres cancers qui prennent naissance à partir des cellules kératinocytes, donc de l'épiderme, non pigmentées, les basaux. Les basaux, nous en voyons de plus en plus. En 25 ans de dermato, je crois que j'ai fait x 50. Et ça, ce sont cette génération de patients donc, qui ont 50, 60 ans maintenant, qui ont été protégés dans le temps par les fameuses crèmes P20 et autres qui ne protégeaient que des UVB. Donc enfant, les parents nous tartinaient de ces P20 en disant « Ah, ils n'auront pas de coup de soleil, génial, c'est très bien ». On n'avait pas de coup de soleil, mais on n'était pas protégé des UVA. Donc on restait plus longtemps au soleil
Et on était donc beaucoup plus irradiés par ces UVA, ce qui entraîne, parce que les dégâts du soleil, les gens l'oublient aussi, c'est pas maintenant, c'est pas au moment où ils vont au soleil, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Et donc, toutes ces générations-là qui étaient censées être protégées, a été très mal protégées. Parce que le coup de soleil, c'est notre signal d'alarme qui dit notre peau brûle, on se met à l'ombre. Sans ce signal d'alarme, ben, on était irradié beaucoup plus en UVA. Parfait. La question est souvent aussi posée du coup chez les enfants, mais vous venez un petit peu d'y répondre. Ouais. Pouvons-nous leur appliquer des filtres chimiques? Et si c'est le cas, à partir de quel âge pouvons-nous les Alors, utiliser? normalement, on est censé ne pas exposer son enfant au soleil avant l'âge de 3 ans. Bon, ça c'est toujours évidemment ce qu'on nous dit de faire. C'est difficile à un enfant de 2 ans de l'attacher à une laisse sous un parasol. Hein? Donc je dirais de toute façon, avant 1 an, avant qu'un enfant ne marche, on ne l'expose pas au soleil. Ça me semble tout à fait logique. Et c'est faisable, parce tant qu'il ne marche pas, on sait le laisser à l'ombre. Une fois qu'il marche, c'est déjà 1 an, et ben à ce moment-là, on prend plutôt des gammes de produits solaires pédiatriques qui, déjà, contiennent un peu de filtre chimique, mais moins que peut-être la gamme adulte, de façon à bien équilibrer, ne pas mettre trop de filtre chimique, mais avoir une bonne protection en UVA. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a bien prouvé que dans les facteurs de risque pour le mélanome malin, avoir eu beaucoup de coups de soleil intensifs et répétés avant 15 ans est un facteur de risque pour plus tard. Donc c'est surtout notre radiation avant 15 ans qui nous prédispose à développer potentiellement un mélanome malin après. Donc il faut que nos enfants soient bien protégés, et bien protégés dans tout le spectre. Et selon vous, en tant que dermatologue, que doit absolument contenir une crème solaire idéale? Alors, une bonne protection UVB, UVA court, UVA long. D'office, un petit peu tout ce qui est les premières lumières bleues. Il faut qu'elle soit photostable, donc il faut que les filtres ne se dégradent pas au soleil. Il faut qu'elle soit agréable au niveau de l'application et de la galénique, parce que, évidemment, si c'est un produit très épais, collant, qui donne des traces jaunes sur les maillots, les gens ne vont pas en remettre. Et il faut remettre sa crème toutes les 2 heures. On n'en met jamais assez. Donc il faut qu'elle soit agréable au niveau de la texture, mais ça toutes les marques font vraiment beaucoup de progrès à ce niveau-là pour que la compliance du patient soit meilleure. Si possible, sans parfum, c'est pas spécialement nécessaire, sauf si on n'a pas d'allergie, on peut mettre un peu de parfum. Et photostable. Et alors bon, quand on prend une crème évidemment plus anti-vieillissement pour le visage, le cou, le décolleté, s'il y a des actifs antioxydants dedans, pourquoi pas? C'est une protection supplémentaire contre des radicaux libres produits par les UV. Donc nos gammes Vichy et La Roche-Posay sont très vastes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ah oui, je pense qu'il faut vraiment offrir à tous les âges, à tous les types de peau, le produit idéal, parce que si on a un produit idéal entre guillemets, mais agréable à mettre, les patients vont le remettre. Et il faut remettre toutes les 2 heures, et on est censé le mettre en couche suffisante. On sait bien que les études, en général, quand on fait la différence entre l'étude, la théorie et la pratique, les gens mettent le quart de ce qu'il faudrait mettre en quantité. Donc, il faut vraiment, et si les gens doivent remettre, il faut quelque chose qu'ils aient envie de remettre. Et adapté à leur type de peau. Quel conseil donneriez-vous aux patients qui subissent une chimiothérapie? Alors, ça dépend de la chimio. Parce qu'il y a des chimios qui sont avec des produits qui sont très photosensibilisants. Ils peuvent donner même des colorations comme des produits pour le cœur. La cordarone donne des colorations grisâtres au soleil. Donc, il faut une excellente protection, indice 50, si possible éviter même de s'exposer. Maintenant, quand on marche, quand on se promène, évidemment, on est exposé. Donc, une protection 50 et une application régulière et protection vestimentaire en plus. Et dès lors, je suppose que les phototypes les plus clairs, les phototypes 1 voire 2, sont les plus sujets au cancer. Tout à fait. Mais alors, il y a 5 gros facteurs de risque dans le mélanome malin. Le voir un phototype, plus on est clair de peau, plus on est à risque. Plus on a eu le coup de soleil intensif et répété avant 15 ans, c'est un facteur de risque. Plus on a abusé de bancs solaires, pire c'est. Plus on a de grains de beauté, donc au-delà de 100 sur le corps, c'est un facteur de risque. Et alors, il y a un facteur héréditaire. Si les parents ont eu un mélanome malin, ou un frère ou une sœur, ces gens-là, évidemment, qui multiplient, ou les personnes qui multiplient les facteurs de risque, il faut vraiment leur taper sur le clou en disant « protégez-vous, protégez-vous ». Et donc ça, c'est important aussi, dans le conseil de crème solaire, c'est de savoir un petit peu les antécédents de chacun et le mode de vie de chacun. Et qu'en est-il de la protection pour des pathologies de peau un peu plus particulières? Il faut adapter en fonction, évidemment. Donc on revient, par exemple, les gens qui font de l'allergie solaire, il leur faut évidemment une protection très élevée en UVA, puisque ce sont les UVA qui produisent l'allergie solaire, donc plutôt aller vers un produit qui ait une rémanence importante, donc assez épais, là, pour que ça
tiennent bien et avec une très bonne et une très haute protection en UVA. Et en cas d'acné, par exemple? Alors, un produit qui soit évidemment non gras, plutôt huile d'en haut que l'inverse, pour que ça ne soit pas comédogène. Et souvent, d'ailleurs, dans les gammes maintenant, il y a un produit UV, protection solaire, pour les peaux acnéiques, qui justement évite que ça soit un produit trop gras, comédogène, et que ça soit agréable à mettre pour une peau grasse. Avez-vous d'autres exemples? Il y a des pathologies pour lesquelles il faut absolument se fouiller le soleil, comme le lupus par exemple. Et là, on revient aussi avec plutôt des produits très hauts en indice UVA. Les gens qui font des taches brunes ou des masques de grossesse, haute protection en UVA aussi est importante à ce moment-là. Et donc maintenant, je pense que toutes les gammes ont vraiment un peu chaque produit un peu adapté en fonction de chacun. Il faut évidemment écouter un petit peu les patients et voir s'ils prennent des médicaments photosensibilisants, c'est important de le savoir aussi. Là justement, c'était ma question suivante. On sait que certains médicaments peuvent provoquer des réactions photosensibilisantes. Que conseillez-vous à ces patients? Comment est-ce qu'ils peuvent éviter de telles réactions? Alors, soit ils arrêtent leurs médicaments, mais ça, c'est pas toujours faisable. Ces gens-là doivent se protéger, évidemment, au maximum. C'est-à-dire ne pas s'exposer au soleil. S'ils sont exposés, inévitablement, en se promenant, en visitant, ou en mer, ou n'importe, le plus haute protection possible en UVB et en UVA. Nous avons quand même quelques patients psoriasiques en Belgique. Qu'en est-il pour ces patients au niveau de la protection solaire? Alors là, c'est un peu un double tranchant puisque 80% des psoriasis vont mieux au soleil. Le soleil est un des traitements du psoriasis. On fait d'ailleurs des traitements en hôpital de photothérapie, soit UVB, soit UVA. Donc ces gens-là ils sont contents ou doivent en tout cas être un peu exposés au soleil pour avoir l'effet bénéfique du soleil dans le cadre de leur maladie. Mais évidemment, il ne faut pas non plus qu'ils brûlent. Donc on va quand même mettre une crème solaire, mais peut-être avec un indice moins élevé, pour qu'il y ait quand même une certaine irradiation UV, mais sans avoir de coups de soleil et sans avoir de soucis pour l'avenir. Le gros problème chez la plupart de nos patients, c'est qu'ils ne sont pas du tout conscients de la présence de ces UVA. Or, on vient de mentionner que les UVA sont responsables du vieillissement cutané. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment les faire réaliser? Leur prévoir évidemment et bien leur expliquer que les UVA, c'est le cancer de peau, nous sommes d'accord, mais c'est aussi le vieillissement. Donc quand une patiente vient chez moi en me disant « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas trop vieillir, docteur ?» Il faut d'abord bien s'hydrater la peau, une peau sèche va vieillir plus vite, une bonne hygiène de vie. Mais dans la bonne hygiène de vie, il y a évidemment la protection solaire. Parce que dans le vieillissement génétique, ça on ne sait pas le changer, c'est nos gènes, mais le vieillissement extérieur, c'est essentiellement le soleil qui en est responsable. Donc si on se protège bien depuis jeune, le visage, le cou, le décolleté, qui sont quand même les endroits les plus fragiles et qui vieillissent le plus vite, on va vieillir moins vite. Donc c'est très important et c'est vrai que chez les jeunes, leur dire voilà, il faut vous protéger parce qu'attention au mélanome malin, au cancer quand vous aurez 50 ans, les basaux, etc., pour eux, ils s'en foutent un petit peu. Par contre, une jeune fille, si je lui dis ah voilà, si tu te protèges pas, à 50 ans, tu seras ridée comme une vieille pomme, ça fait déjà un peu plus percuter le message. Et c'est vrai que c'est très important de se protéger. Avez-vous des exemples précis de médicaments qui mériteraient une protection solaire particulière? Oui, alors certains antibiotiques, comme on le sait, les tétracyclines, doivent faire bien préciser aux patients qu'il y a un risque de photosensibilisation. La cordarone, on en parlait tout à l'heure, les traitements de chimiothérapie, le Roaccutane, certains traitements topiques aussi pour l'acné, comme la vitamine A acide, le peroxyde de benzoïle. Donc c'est vrai que le pharmacien pourrait très bien, en même temps qu'il délivre une tétracycline, bien préciser les risques et éventuellement donner à ce moment-là une crème solaire en association. Alors grâce à vous, on a mieux compris l'importance de tous ces facteurs, de toutes ces protections, les UVB, les UVA, mais également les textures, les galéniques, qui font que chacun de nos patients vont pouvoir trouver le soin idéal. Et on sait qu'un bon diagnostic du patient et de sa situation va permettre de donner un bon conseil. Alors une dernière question pour vous, pourriez-vous donner quelques conseils sur l'application de la crème solaire, sur la meilleure manière de s'exposer et de profiter du soleil? Alors moi, ce que j'explique toujours aux patients, c'est autant prendre l'indice le plus élevé possible, puisqu'on n'en met jamais assez, en quantité, pas assez souvent. L'idéal, c'est mettre sa crème 20 minutes avant de s'exposer au soleil. Donc je conseille aux familles avant de sortir de l'appartement, de la chambre d'hôtel, etc., de tout le monde se mettre tout nu, parce que mettre son maillot sur son transat alors qu'on est déjà exposé et qu'on laisse passer parce qu'on ne veut pas salir le maillot, du coup on se retrouve avec des bandes de coups de soleil. Donc tout le monde s'applique sa crème entièrement de la tête aux pieds,
Si possible, à ce moment-là, quelque chose d'assez rémanent et plutôt aquaproof. Tout le monde s'enduit, tout le monde met son maillot, et puis on va à la piscine ou à la plage. Et pendant la matinée, on réapplique de la crème, et à ce moment-là, on peut éventuellement, ce qui est plus facile, prendre une galénique un petit peu plus fluide pour courir derrière son gosse et réappliquer sur ses épaules, sur son ventre, sur son dos, sa crème solaire régulièrement. À midi, tout le monde rentre, on mange. On fait la même chose avant de repartir à la plage ou à la piscine. Tout le monde se remet tout nu, tout le monde remet toute sa crème, une bonne couche partout et on refait la même chose après-midi. Eh bien, merci beaucoup, Dr Binet. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.